Le livre dont il est question ici s'intitule Slow Productivity, The Lost Art of Accomplishment Without Burnout, écrit par Cal Newport et publié en 2024 par Portfolio, une maison d'édition du groupe Penguin Random House. Newport, déjà connu pour ses ouvrages comme Deep Work, s'attaque ici à la culture de l'épuisement professionnel qui gangrène le travail intellectuel. Disclaimer. Il s'agit d'un résumé indépendant qui ne remplace en aucun cas la lecture de l'œuvre originale. Cette analyse se veut exhaustive et fidèle aux thèses, au ton et à la structure de l'auteur. La vérité, c'est que ton cerveau est en train de griller. Tu jongles avec une charge de travail qui défie les lois de la physique. Tu réponds à des emails à 23 heures et tu considères le week-end comme une simple suggestion. Tu te dis que c'est le prix à payer pour réussir. Cal Newport, lui, pense que tu te fais complètement arnaquer. Son livre n'est pas un énième guide pour optimiser tes listes de tâches. C'est une déconstruction en règle de la machine à broyer qui a remplacé le travail. Il soutient que la solution n'est pas de devenir plus efficace, mais de redéfinir radicalement ce que signifie être productif. 1. L'illusion de la hâte. Newport démarre avec une anecdote qui pulvérise notre vision moderne du travail. Il raconte l'histoire de John McPhee, un auteur du New Yorker, qui, face à un projet monumental, a passé près de 2 semaines allongé sur une table de pique-nique à fixer les branches d'un arbre. Sérieusement. Imagine-toi expliquer ça à ton manager. Tu serais dehors avant même d'avoir fini ta phrase. Pourtant, c'est dans cette inactivité apparente que McPhee a trouvé l'idée structurelle qui lui a permis de pondre un chef-d'œuvre. Cet homme n'était pas en train de procrastiner. Il travaillait. Simplement, son travail ne ressemblait pas à une course effrénée. Ce récit sert de détonateur pour la thèse centrale de Newport. Nous avons confondu l'agitation avec l'accomplissement. Cette culture de l'hyperactivité constante, où être débordé est un signe de statut, est ce qu'il nomme la pseudo-productivité. C'est une performance, une démonstration de zèle qui n'a souvent que peu de rapport avec la création de valeur réelle. C'est le théâtre de la productivité. Ce malaise n'est pas nouveau, mais la pandémie de COVID-19 a agi comme un révélateur brutal. Confinés chez eux, les travailleurs intellectuels se sont retrouvés piégés dans un enchaînement infernal de réunions Zoom, noyés sous les notifications Slack, avec la frontière entre vie pro et vie perso complètement atomisée. Face à ce chaos, une question existentielle a émergé. Mais à quoi rime toute cette agitation? Les vagues de la grande démission, Great Resignation, et du démission silencieuse, Quiet Quitting, ne sont pas des caprices de génération, mais les symptômes d'un système à bout de souffle. Les gens n'en peuvent plus de courir dans une roue de hamster. La productivité n'est pas le problème. Le problème, c'est notre définition tordue de la productivité, héritée d'un modèle industriel qui n'a aucun sens dans le travail intellectuel. Newport ne prône pas la paresse, mais une approche plus sage, plus humaine, qu'il baptise la slow productivity. Sa philosophie repose sur 3 piliers d'une simplicité désarmante. 2. Faire moins de choses. 3. Travailler à un rythme naturel. 4. Être obsédé par la qualité. Il ne s'agit pas de moins accomplir, mais d'accomplir mieux sans se détruire en chemin. Il s'agit de troquer l'épuisement de la quantité contre la satisfaction de la qualité. 5. La naissance d'un mensonge. Pour comprendre comment on en est arrivé là, Newport remonte le fil de l'histoire dans son premier chapitre, The Rise and Fall of Pseudo-Productivity. Il commence avec une autre anecdote parlante, celle de Leslie Moonves, patron de CBS dans les années 90. Découvrant des bureaux à moitié vides un vendredi après-midi, sa réaction est épidermique. Sa solution pour améliorer les audiences? Exiger que tout le monde reste plus longtemps au bureau. C'est l'exemple parfait d'une logique managériale qui confond présence visible et production de valeur. Parce que si tu es assis à ton bureau, tu dois sûrement être en train de créer de la richesse, n'est-ce pas? Quelle blague. Newport explique que cette confusion vient d'un vide conceptuel. Dans l'agriculture ou l'industrie, la productivité était une notion tangible. Des tonnes de blé par hectare, des voitures produites par heure. On pouvait mesurer, optimiser, améliorer. Le travail intellectuel, en revanche, est intrinsèquement opaque. Comment mesurer la production d'un stratège, d'un développeur ou d'un avocat? Personne ne peut voir les idées se former dans un cerveau.
Faute de pouvoir mesurer la production réelle, le monde de l'entreprise s'est rabattu sur le seul indicateur visible, l'activité. C'est la naissance de la pseudo-productivité, l'utilisation de l'activité visible comme principal indicateur de l'effort productif. C'est répondre aux emails en 3 minutes, multiplier les réunions, avoir un calendrier si rempli qu'il ressemble à une partie de Tetris. Il ne s'agit plus de créer de la valeur, mais de prouver qu'on n'est pas en train de se tourner les pouces. L'arrivée des technologies de communication a jeté de l'huile sur le feu. L'email, puis les messageries instantanées et les smartphones ont transformé cette performance en un spectacle permanent. La pression d'être connecté et réactif est devenue une norme implicite, nous enchaînant à nos écrans 24h24 et 7 jours 7. Cette hyperconnectivité a fait exploser la charge administrative, ce que Newport appelle la taxe de surcharge, et a fragmenté notre attention à un point tel que le travail profond et concentré est devenu un luxe rare. Le résultat? Une épidémie de burn-out et un sentiment généralisé de ne jamais rien accomplir de substantiel, malgré des journées de travail à rallonge. Mais l'histoire de CBS contient sa propre réfutation. Ce qui a véritablement sauvé la chaîne n'a pas été le présentéisme forcé de Moonves. Ce fut l'œuvre d'un certain Anthony Zuiker, un ancien opérateur de tram à Las Vegas. Pendant des années, cet homme a été obsédé par une seule idée, inspirée par des documentaires sur la police scientifique. Il a travaillé dessus sans relâche, essuyant des refus, réécrivant son pilote encore et encore. Son processus n'était ni linéaire ni occupé au sens où l'entendait Moonves. Il était chaotique, intense par moments, lent à d'autres. Cette obsession a finalement donné naissance à la série CSI, Crime Scene Investigation, Les Experts, un succès planétaire qui a propulsé CBS au sommet. Le contraste est saisissant. D'un côté, un manager qui croit qu'on obtient de meilleurs résultats en augmentant la pression et le volume de travail visible. De l'autre, un créateur qui prouve que la valeur exceptionnelle naît d'une concentration profonde et prolongée sur un nombre limité de projets. Zuiker n'était pas occupé, il était focalisé. Il n'essayait pas de faire plus, il essayait de faire mieux. C'est là toute la différence. Son histoire illustre qu'une alternative à la frénésie productive existe. Une voie plus lente, plus profonde et finalement bien plus puissante. 3. La promesse d'une voie plus lente. Alors, comment on sort de ce merdier? Si la pseudo-productivité est une impasse toxique, quelle est l'alternative? Dans son deuxième chapitre, A Slower Alternative, Newport ne se contente pas de dénoncer le problème, il commence à esquisser la solution. Et sa solution, c'est de regarder en arrière. Pas par nostalgie, mais pour redécouvrir des principes de bon sens qu'on a sacrifiés sur l'autel de l'agilon. L'idée fondamentale de Newport est que le travail intellectuel, par nature, ne peut pas être industrialisé. Tenter de le faire, c'est comme essayer d'accélérer la pousse d'un chêne en tirant sur ses feuilles. Ça ne fait que l'abîmer. Le travail de l'esprit a besoin de temps, d'espace et de périodes de repos pour mûrir. Il compare sa philosophie Slow Productivity au mouvement Slow Food. Ce mouvement n'est pas né pour qu'on mange moins, mais pour qu'on mange mieux, en réaction à la malbouffe industrielle qui nous rendait malades. De la même manière, la Slow Productivity n'a pas pour but de nous rendre paresseux, mais de nous faire produire un travail de meilleure qualité, plus significatif, en réaction à la fast production qui nous grille le cerveau. Le problème n'est pas le travail en soi, c'est le système frénétique et superficiel qu'on a bâti autour. Pour prouver que cette approche n'est pas une utopie de hippie, Newport nous présente des exemples de certains des esprits les plus brillants de l'histoire. Ces gens ont accompli des choses extraordinaires, non pas en travaillant plus, mais en travaillant différemment. Leurs habitudes de travail sont une gifle monumentale à notre culture du hustle. Le cas le plus frappant est celui de Charles Darwin. Ce type a littéralement changé notre compréhension de la vie sur Terre. On l'imagine comme un bourreau de travail acharné, n'est-ce pas? La réalité est tout autre. Pendant la majeure partie de sa vie d'adulte, Darwin souffrait de maux mystérieux, palpitations, vertiges, épuisement. Résultat, son emploi du temps quotidien ferait passer un consultant moderne pour un surhomme. Il travaillait par tranches très courtes et intenses. Une session le matin de 8h à 9h30, suivie d'une pause pour lire son courrier.
une autre session de 10h30 à midi. Et c'était tout pour le travail intellectuel sérieux de la journée. Le reste de son temps était consacré à des promenades dans son jardin, le sandwalk, à la lecture de romans, à du temps en famille et à des siestes. Sérieusement, tu as bien lu. L'homme qui a écrit L'origine des espèces travaillait environ 3 heures par jour. Pendant ce temps, tu réponds à des emails pendant tes vacances en te sentant coupable. Le secret de Darwin n'était pas un don surnaturel, mais une discipline de fer dans la protection de son temps et de son énergie. Il se concentrait de manière obsessionnelle sur un nombre très limité de problèmes. Il a mis plus de 20 ans à développer sa théorie de l'évolution. Il n'était pas pressé. Il laissait les idées infuser, collectait des preuves méticuleusement, réfléchissait pendant ses longues marches. Son rythme lent et régulier lui a permis de s'attaquer à un problème d'une complexité immense, une tâche qui aurait été impossible à accomplir au milieu du bruit et de la fureur d'un bureau moderne. Il a instinctivement compris que la créativité et la pensée profonde ne répondent pas aux ordres. On ne peut pas les forcer. On peut seulement créer les conditions pour qu'elles émergent. Et ces conditions sont le calme, la concentration et l'absence de pression constante. 4. Les artisans de la pensée, Darwin n'était pas une exception. Newport cite d'autres exemples qui confirment ce modèle. Alan Turing, le père de l'informatique, était connu pour travailler de manière similaire. Lorsqu'il s'attaquait à un problème, comme déchiffrer le code Enigma, il s'isolait et s'immergeait totalement dans sa tâche, à l'abri des distractions administratives et sociales. Son génie ne venait pas de sa capacité à faire du multitâche, mais de sa capacité à faire du monotâche, avec une intensité inhumaine. On retrouve ce schéma chez de nombreux écrivains, scientifiques et artistes qui ont laissé une marque durable. De Jane Austen, qui écrivait ses romans au milieu de sa vie familiale, profitant des moments de calme, à Peter Higgs, celui du boson, qui a eu son idée révolutionnaire en s'échappant du brouhaha académique. Ces individus n'avaient pas de liste de tâches à rallonge ni de notifications qui les harcelaient toutes les 5 minutes. Ils n'essayaient pas de vider leur boîte de réception. Leur principale préoccupation était la qualité et la profondeur de leur travail. Ce que ces histoires nous montrent, c'est que la surcharge cognitive est l'ennemi juré de l'excellence. Quand ton esprit est constamment bombardé d'informations, de demandes et d'interruptions, il passe en mode réactif. Il devient bon pour gérer l'urgence et le superficiel, mais il perd sa capacité à penser de manière créative, stratégique et profonde. C'est comme essayer de faire de la haute cuisine dans une caserne de pompiers en pleine alerte. Tu vas juste réussir à faire brûler ton plat. Le principe existentiel qui se dégage de tout ça est simple. La valeur que tu crées n'est pas proportionnelle au nombre d'heures que tu passes à travailler. Elle est proportionnelle à l'intensité et à la qualité de ta concentration. La pseudo-productivité te pousse à optimiser la quantité d'activité. La slow productivity te pousse à optimiser la qualité de la pensée. C'est un changement de paradigme complet. Je me souviens d'une période où j'essayais d'écrire mon premier livre tout en maintenant un blog, une newsletter et en répondant à des centaines d'emails par jour. J'étais productif. Mon calendrier était plein, mais mon écriture était merdique. J'étais trop fragmenté, trop distrait. J'ai dû prendre une décision radicale, disparaître. J'ai coupé la plupart de mes activités annexes et je me suis concentré presque exclusivement sur le livre. C'était angoissant. J'avais l'impression de ne plus rien faire. Mais c'est seulement à ce moment-là que les vraies idées ont commencé à émerger. J'ai dû accepter d'être moins visible pour devenir plus substantiel. Le monde du travail moderne est construit sur un malentendu fondamental. Il traite les travailleurs intellectuels comme des machines dont on peut augmenter le rendement en augmentant la vitesse. Mais un cerveau n'est pas une chaîne de montage. C'est un jardin. Il faut le cultiver, lui donner de la lumière, de l'eau, et surtout le laisser tranquille pour qu'il puisse porter ses fruits. Essayer de forcer le processus ne mène qu'à l'épuisement et à des résultats médiocres. Le choix est donc clair. Soit tu continues à jouer le jeu de la pseudo-productivité, à courir de plus en plus vite pour rester sur place jusqu'à ce que tu t'effondres. Soit tu adoptes une approche plus lente, plus intentionnelle, et tu commences à produire un travail dont tu peux être fier.
un travail qui a un impact réel. Choisis tes emmerdes. Point. Préfères-tu l'anxiété de ne pas être assez occupé ou le regret de n'avoir jamais rien accompli de valable? Maintenant qu'on a posé le diagnostic et compris que notre obsession pour l'agitation nous mène droit dans le mur, Newport passe à la partie la plus concrète de son livre. Dans la deuxième partie, intitulée Principle, il décompose sa philosophie de la slow productivity en 3 règles pratiques. Ce ne sont pas des hacks ou des astuces miracles, mais des principes fondamentaux pour réorganiser ta vie professionnelle. Le premier de ces principes est aussi le plus contre-intuitif pour notre cerveau formaté par la pseudo-productivité. Faire moins de choses. Do fewer things. 5. Premier principe. Faire moins de choses. La vérité qui claque. Tu essayes de faire trop de choses. Point. Ton incapacité à avancer sur les projets qui comptent vraiment n'est pas due à un manque de discipline ou à une mauvaise gestion du temps. C'est un simple problème de mathématiques. Ton temps et ton énergie cognitive sont des ressources finies. Chaque nouvelle tâche, chaque nouveau projet, chaque nouvelle réunion que tu ajoutes à ta pile dilue ces ressources. À force de tout vouloir faire, tu finis par ne rien faire de bien. C'est comme essayer de remplir 10 verres avec une seule carafe d'eau. Tu te retrouves avec 10 fonds de verre tièdes. Newport explique que dans le monde du travail intellectuel, nous sommes victimes d'une surcharge de travail endémique. Contrairement à un ouvrier sur une chaîne de montage qui a un flux de travail clairement défini et limité, le travailleur du savoir opère dans un brouillard de demandes illimitées. Ton boss, tes collègues, tes clients, tout le monde peut t'assigner du travail sans aucune considération pour ta charge existante. Il n'y a pas de mécanisme intégré pour dire « stop, c'est plein ». La culture de la pseudo-productivité nous a même appris que refuser une tâche est un signe de faiblesse ou de manque d'engagement. On dit « oui à tout » et on se retrouve à jongler avec tellement de balles qu'on passe notre temps à les ramasser par terre. J'ai connu ça. Au début de ma carrière d'écrivain, je disais « oui à tout ». Un article par-ci, une interview par-là, un petit projet de consulting. J'avais l'impression d'être super important. Mon ego, ce chien malade, adorait ça. Mais à la fin de l'année, quand je regardais ce que j'avais réellement accompli, c'était une collection de petites choses insignifiantes. J'étais épuisé, mais je n'avais rien construit de durable. Mon attention était éparpillée comme des confettis après une fête ratée. Le principe « faire moins de choses » n'est pas une invitation à la paresse. C'est une stratégie pour concentrer ton énergie là où elle aura le plus d'impact. Il s'agit de passer d'une mentalité de gestionnaire de tâches à une mentalité de constructeur de valeur. Pour y parvenir, Newport propose plusieurs pistes concrètes. La première, c'est de réduire ta charge de travail en cours. Tu dois avoir une vision claire de tout ce qui est sur ton assiette. La plupart des gens sous-estiment massivement le nombre de projets et d'engagements qu'ils ont en parallèle. Fais l'exercice. Liste absolument tout ce sur quoi tu es censé travailler. Pas seulement les gros projets, mais aussi les petites tâches récurrentes, les comités, les responsabilités informelles. Tu vas probablement avoir un choc en voyant l'étendue du désastre. Une fois que tu as cette liste, tu dois faire un tri impitoyable. Newport suggère de limiter le nombre de projets sur lesquels tu travailles activement à un moment donné. 2 ou 3, maximum. Le reste, ça va sur une liste d'attente. Ça ne veut pas dire que tu abandonnes ces projets, mais que tu admets que tu ne peux pas tout faire en même temps. Le deuxième levier, c'est d'apprendre à dire non, ou du moins, pas maintenant. C'est probablement la compétence la plus difficile à acquérir dans un environnement de travail moderne. Newport donne des stratégies pour le faire de manière professionnelle. Par exemple, au lieu d'un non frontal qui peut être mal perçu, tu peux expliquer ta charge de travail actuelle et demander à ton manager de t'aider à prioriser. Je peux faire X, mais cela signifie que je devrais mettre Y en pause. Quelle est la priorité pour l'équipe? Ça transforme une confrontation en une conversation stratégique. Tu n'es plus celui qui refuse le travail, tu es celui qui aide l'organisation à allouer ses ressources intelligemment. Mob 6, le courage de la concentration. Adopter ce principe demande une bonne dose de courage. Ça veut dire accepter une période où tu seras peut-être perçu comme moins réactif ou moins disponible.
Ça veut dire renoncer à la petite décharge de dopamine que tu ressens en cochant des dizaines de petites tâches insignifiantes sur ta to-do list. Ça veut dire supporter l'inconfort de te concentrer sur un seul problème complexe pendant des jours, voire des semaines, sans avoir de résultats visibles à montrer chaque soir. Pour illustrer ce point, Newport prend l'exemple des laboratoires de recherche ou des studios de création. Dans ces environnements, il est admis que l'innovation demande du temps et de la concentration. Personne ne s'attend à ce qu'un scientifique découvre un nouveau vaccin en jonglant avec 10 autres projets. On lui donne l'espace et les ressources pour se concentrer. Newport soutient que nous devrions appliquer cette logique à une plus grande partie du travail intellectuel. Le tour de vis philosophique ici, c'est que la surcharge de travail est un choix. Ce n'est pas une fatalité imposée par le monde moderne. C'est le résultat de notre propre incapacité à fixer des limites et à faire des choix difficiles. On se surcharge pour éviter de se poser la question qui fait peur. Quelle est la chose la plus importante que je devrais faire maintenant? Répondre à cette question est difficile, car cela implique de prendre un risque. En te concentrant sur un seul grand projet, tu paries sur sa réussite. Si tu échoues, tu n'auras pas une longue liste de petites tâches accomplies pour te consoler. C'est beaucoup plus confortable psychologiquement de rester occupé sur plein de fronts. L'agitation est une armure contre la peur de l'échec. Pour mettre ça en pratique, voici 3 pistes concrètes. 1. Fais un inventaire de tes projets. Utilise un outil simple, un Trello, un carnet, pour visualiser tout ce qui est en cours. Force-toi à déplacer la majorité de ces projets dans une colonne en attente. Ne garde que 2 ou 3 projets dans la colonne actif. 2. Bloque du temps dans ton calendrier pour tes projets prioritaires. Pas des créneaux de 30 minutes. Des blocs de 2, 3, voire 4 heures. Protège ce temps comme si c'était un rendez-vous avec le PDG de ta boîte. C'est du temps non négociable. 3. Mets en place un processus d'admission pour les nouvelles tâches. Quand une nouvelle demande arrive, ne l'accepte pas immédiatement. Dis « Laisse-moi vérifier ma charge de travail et je reviens vers toi ». Ça te donne le temps d'évaluer si cette tâche mérite de prendre la place d'une autre. Sérieusement, tu penses mériter quoi? Une médaille pour avoir le calendrier le plus chargé. Personne ne se souviendra du nombre de réunions auxquelles tu as assisté. Les gens se souviendront de ce que tu as construit. Et pour construire quelque chose qui a de la valeur, tu dois arrêter de t'éparpiller et commencer à creuser. Choisis ton chantier, prends ta pelle et arrête de courir partout avec une petite cuillère. Le deuxième pilier de la philosophie de Newport est une attaque frontale contre une autre vache sacrée de la culture du travail moderne. L'idée que nous devrions fonctionner à un rythme constant et effréné. Ce principe, qu'il nomme « travailler à un rythme naturel », Work at a natural pace, soutient que la productivité durable n'est pas un sprint perpétuel, mais une alternance de saisons, avec des périodes d'efforts intenses suivies de périodes de repos et de récupération. 7. Deuxième principe, travailler à un rythme naturel. La vérité qui fait mal. Ton corps et ton esprit n'ont pas été conçus pour tourner à 110% en permanence. C'est une machine, oui, mais une machine biologique, pas une machine industrielle. Essayez de la faire fonctionner comme une usine qui ne s'arrête jamais. C'est la recette garantie pour la bousiller. La motivation, c'est comme un ex toxique. Elle te fait des promesses incroyables au début, mais si tu t'accroches à elle sans jamais la laisser respirer, elle finit par te vider de toute ton énergie et te laisser en miettes. Newport explique que notre obsession pour un rythme de travail uniforme et élevé est un autre héritage mal digéré de l'ère industrielle. Sur une chaîne de montage, la prévisibilité et la constance sont des vertus. Chaque travailleur doit maintenir une cadence régulière pour ne pas bloquer toute la ligne. Dans le travail intellectuel, cette logique est non seulement inefficace, mais elle est destructrice. La créativité, la résolution de problèmes complexes, la pensée stratégique. Toutes ces activités ne sont pas linéaires. Elles fonctionnent par cycle. Il y a des moments d'illumination fulgurante et des périodes de stagnation frustrante, des phases d'exploration et des phases d'exécution. Forcer un rythme constant sur ce processus naturellement chaotique, c'est comme essayer de faire pousser des fleurs en criant dessus. Je l'ai appris à la dure. Il y a des jours où les mots coulent tout seuls.
où j'écris 5000 mots avant le déjeuner. Et puis, il y a des semaines entières où chaque phrase est un combat. Non, où je reste assis devant mon écran avec l'impression que mon cerveau a été remplacé par du pudding. Avant, ces périodes creuses me plongeaient dans une anxiété terrible. Je me sentais coupable, paresseux. J'essayais de forcer l'inspiration en travaillant plus longtemps, ce qui ne faisait qu'aggraver mon blocage et mon épuisement. J'ai fini par comprendre que ces cycles sont normaux. La solution n'est pas de combattre les marées basses, mais d'apprendre à naviguer avec elles. Newport soutient que nous devons réintroduire la notion de saisonnalité dans notre travail. Dans le monde agricole, personne ne s'attend à récolter en plein hiver. Il y a un temps pour semer, un temps pour cultiver, un temps pour récolter et un temps pour laisser la terre se reposer. Pourquoi notre travail intellectuel devrait-il être différent? Il propose d'appliquer cette idée à plusieurs échelles de temps. À l'échelle de l'année, cela peut signifier d'avoir des saisons de travail différentes. Par exemple, un trimestre consacré à un projet de recherche intense et solitaire, suivi d'un trimestre plus collaboratif et tourné vers l'extérieur. Ou une période de l'année où l'on se concentre sur l'apprentissage de nouvelles compétences, même si cela ne produit rien de visible à court terme. Les universitaires font ça depuis des siècles avec leurs années sabbatiques. L'idée n'est pas de ne rien faire, mais de varier la nature et l'intensité de l'effort pour éviter l'épuisement et stimuler la créativité. À l'échelle de la semaine, cela signifie arrêter de bourrer nos journées de manière uniforme. Pourquoi chaque jour devrait-il ressembler au précédent? On pourrait imaginer des semaines avec 2 ou 3 jours de deep work intense où l'on se coupe du monde pour avancer sur un projet majeur et 2 jours plus légers, consacrés aux réunions, aux emails et aux tâches administratives. Ou instituer une règle simple, comme pas de réunion le vendredi, pour se garantir une journée de travail plus calme et réfléchie. Et à l'échelle de la journée, cela veut dire respecter les rythmes ultradiens de notre cerveau. Notre capacité de concentration n'est pas infinie. Elle fonctionne par cycle d'environ 90 minutes. Au-delà, notre efficacité s'effondre. La culture du «je travaille 8 heures d'affilée» est une aberration biologique. Un rythme naturel consiste à alterner des blocs de travail intenses d'environ 90 minutes avec de vraies pauses. Pas des pauses où l'on scrolle sur les réseaux sociaux, mais des pauses où l'on se déconnecte complètement. Marcher, écouter de la musique, discuter avec un collègue de tout sauf du travail. 8. L'art de la récupération. Le tour de vis philosophique ici est l'acceptation de nos limites. Nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes des animaux avec une biologie qui a ses propres règles. Ignorer ces règles, c'est de l'arrogance, et la nature finit toujours par nous présenter l'addition. Le burn-out n'est pas un échec moral, c'est un symptôme biologique. C'est ton corps qui te dit « Stop, tu m'as assez cassé les pieds, maintenant tu te reposes ou je débranche tout ». Respecter un rythme naturel, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence. C'est comprendre que la récupération n'est pas l'opposé du travail. C'est une partie intégrante du processus de travail. Un athlète de haut niveau sait que la progression ne se fait pas seulement pendant l'entraînement, mais aussi pendant le sommeil et la récupération. C'est là que les muscles se reconstruisent. C'est la même chose pour notre cerveau. Newport insiste particulièrement sur l'importance du temps libre de haute qualité. Il ne s'agit pas de s'effondrer devant Netflix épuisé dans un état de semi-conscience. Ça, c'est de la récupération de basse qualité. Le vrai repos, celui qui régénère, est souvent actif. Il s'agit de s'engager dans des loisirs qui demandent de la compétence et de la concentration. Jouer d'un instrument de musique, pratiquer un sport, faire du jardinage, construire quelque chose avec ses mains. Ces activités ont le double avantage de nous déconnecter complètement du travail et de nous procurer un sentiment de compétence et de satisfaction, ce qui recharge nos batteries psychologiques. Alors, comment on arrête de courir comme un poulet sans tête? 1. Planifie tes pauses. Intègre des pauses régulières dans ta journée de travail. Utilise une minuterie, technique Pomodoro ou autre, pour t'obliger à t'arrêter toutes les 60 ou 90 minutes. Et quand tu es en pause, sois vraiment en pause. Lève-toi, va dehors, ne touche pas à ton téléphone. 2. Défends ton temps libre.
Fixe une heure de fin stricte à ta journée de travail. Après cette heure, le travail est terminé. Pas de juste un dernier email. Crée un rituel de fin de journée pour marquer la transition. Ranger ton bureau, planifier le lendemain, etc. 3. Introduis de la saisonnalité. Regarde ton année et essaie de la structurer en saisons. Si tu ne peux pas le faire à grande échelle, fais-le à l'échelle du mois ou du trimestre. Dédie des périodes spécifiques à des types de travail différents. Et surtout, planifie de vraies vacances déconnectées. Tu as passé des années à t'entraîner à ignorer les signaux de fatigue de ton corps. Il est temps de réapprendre à les écouter. Ce n'est pas un luxe, c'est une condition de survie professionnelle. Si tu continues à sprinter, tu vas t'effondrer bien avant la ligne d'arrivée. Le but n'est pas d'être le plus rapide, c'est d'être celui qui est encore debout à la fin. Le troisième et dernier principe de la slow productivity est peut-être le plus important, car il donne un sens aux deux autres. Après nous avoir dit de faire moins de choses et de travailler à un rythme plus naturel, Newport nous explique pourquoi. Pour pouvoir nous obséder sur la qualité. Obsess over quality. C'est le but final, la raison d'être de toute cette philosophie. 9. Troisième principe, être obsédé par la qualité. La vérité qui défonce. Dans le travail intellectuel, la majeure partie de ce que tu produis n'a aucune importance. Tes centaines d'emails envoyés, tes rapports que personne ne lit, tes présentations PowerPoint oubliées dès que la réunion est terminée, c'est du bruit. C'est de l'agitation pour justifier ton salaire. Ce qui compte vraiment, ce qui construit une carrière, ce qui laisse une trace, c'est une poignée de réalisations d'une qualité exceptionnelle. Le reste, c'est du remplissage. Newport soutient que la pseudo-productivité nous a fait perdre de vue cette réalité. En nous poussant à optimiser la quantité d'activités visibles, elle nous a encouragés à privilégier la médiocrité rapide à l'excellence lente. On cherche à faire le job, à cocher la case, à passer à la tâche suivante. On ne se demande plus comment puis-je faire de ce projet la meilleure chose que j'ai jamais produite. Cette obsession pour la qualité est perçue comme un luxe, voire une perte de temps. Newport affirme que c'est une erreur monumentale. Dans une économie de plus en plus automatisée, où les tâches répétitives et superficielles sont vouées à disparaître, la capacité à produire un travail d'une qualité exceptionnelle est la seule véritable sécurité de l'emploi. Je me suis planté là-dessus pendant des années. J'écrivais des articles de blog à la chaîne, en me concentrant sur la fréquence de publication. Je pensais que plus je produirais, plus j'aurais de succès. Certains articles marchaient, d'autres non. C'était aléatoire. Puis, un jour, j'ai décidé de passer 6 mois à travailler sur un seul article, en le peaufinant, en faisant des recherches approfondies, en le réécrivant des dizaines de fois. C'était angoissant de ne rien publier pendant si longtemps. Mon ego, ce klebs toujours en manque d'attention, hurlait à la mort. Mais quand j'ai finalement publié cet article, il a explosé. Il a été partagé des millions de fois et a eu un impact bien plus grand que les 100 articles médiocres que j'avais écrits avant lui. J'ai compris à ce moment-là que la qualité n'est pas juste un plus, c'est un multiplicateur de force. Un seul projet exceptionnel peut valoir plus qu'une carrière entière de travail passable. Se concentrer sur la qualité a plusieurs avantages. Premièrement, ça rend le travail beaucoup plus gratifiant. Il y a une satisfaction profonde, quasi artisanale, à créer quelque chose dont on est fier. C'est un antidote puissant au cynisme et au sentiment d'absurdité qui accompagnent souvent le travail de bureau moderne. Quand tu sais que tu travailles sur quelque chose qui compte, qui repousse tes propres limites, tu n'as pas besoin de motivation extrinsèque. Le travail lui-même devient la récompense. Deuxièmement, la qualité est ce qui vous fait remarquer. Personne ne se fait une réputation en répondant rapidement à ses emails. On se fait une réputation en livrant un travail si bon qu'il en devient remarquable. C'est ce que Newport avait déjà exploré dans son livre So Good They Can't Ignore You. Dans un monde bruyant, la qualité est le meilleur moyen de se faire entendre. Troisièmement, l'obsession de la qualité force naturellement à appliquer les 2 premiers principes. Pour faire un travail exceptionnel, tu dois faire moins de choses. Tu n'as pas le choix. L'excellence demande une concentration et une énergie que tu ne peux pas te permettre de disperser.
Et tu dois travailler à un rythme naturel, avec des périodes de repos, car l'épuisement est l'ennemi de la créativité et de la rigueur. Les trois principes ne sont pas une liste d'options, c'est un système interdépendant. 10. L'éthique de l'artisan. Alors, comment on cultive cette obsession pour la qualité? Ce n'est pas juste une question de volonté, c'est une question de processus. Newport suggère de s'inspirer de l'éthique de l'artisan. Un artisan ne cherche pas à finir son travail le plus vite possible. Il cherche à le faire le mieux possible. Chaque détail compte. Il est fier de sa maîtrise, de son savoir-faire. Il faut réintroduire cette mentalité dans le travail intellectuel. Une des stratégies est de ralentir délibérément. Avant de te lancer tête baissée dans l'exécution d'un projet, prends le temps de la réflexion. Qu'est-ce qui ferait de ce projet un succès exceptionnel? À quoi ressemblerait une version 10-10 de ce travail? Qui sont les meilleurs dans ce domaine? Et qu'est-ce que je peux apprendre d'eux? Cette phase de planification et de recherche, souvent négligée dans notre culture de l'urgence, est cruciale. C'est là qu'on définit l'ambition d'un projet. Une autre tactique consiste à chercher activement la critique. Montre ton travail en cours à des personnes dont tu respectes le jugement. Pas pour te faire flatter, mais pour te faire démolir. Une critique honnête et constructive est le raccourci le plus rapide vers l'amélioration. Ton ego va détester ça, mais ton travail t'en remerciera. La qualité naît souvent de la confrontation avec nos propres angles morts. Enfin, il faut adopter un processus de révision itératif. Personne ne produit un travail parfait du premier coup. L'excellence est le produit de la révision. Écrivains, programmeurs, designers, scientifiques, tous les grands créateurs passent une quantité de temps disproportionnée à peaufiner, à corriger, à améliorer leur travail. Le premier jet n'est que le point de départ. La vraie magie opère dans les versions 2, 3 et 10. Le tour de vis philosophique, c'est de redéfinir ta relation avec ton travail. Arrête de le voir comme une série de tâches à accomplir pour recevoir un chèque. Commence à le voir comme un art, un artisanat. C'est ton œuvre. Chaque projet est une occasion de perfectionner ton art, de laisser une marque de qualité. Ta vie est trop courte pour la passer à produire de la camelote. L'acceptation de notre mortalité devrait nous pousser non pas à nous dépêcher, mais à nous assurer que le peu de temps que nous avons est consacré à des choses qui en valent la peine. Pour te lancer sur la voie de la qualité, 1. Pour ton prochain projet, définis ce que serait une version A+. Ne te contente pas de la description de la tâche. Écris ce qui, pour toi, constituerait un résultat exceptionnel qui te rendrait vraiment fier. 2. Identifie une compétence clé que tu dois améliorer pour atteindre cette qualité. Dédie du temps chaque semaine à la pratique délibérée de cette compétence, en dehors de la pression de la production. 3. Construis une boucle de feedback. Trouve un ou deux critiques de confiance et prends l'habitude de leur soumettre ton travail avant qu'il ne soit fini. Apprends à recevoir la critique sans te justifier. Au final, la question n'est pas « Combien de choses as-tu faites aujourd'hui ?» mais « As-tu fait quelque chose aujourd'hui qui t'a rendu fier ?» C'est un changement de perspective qui peut transformer un travail aliénant en une source de sens et d'accomplissement. Choisis tes emmerdes, mais choisis surtout les projets qui méritent que tu te défonces pour eux. Après avoir exposé les 3 grands principes de sa philosophie, faire moins, travailler à un rythme naturel et viser la qualité, Newport consacre une partie significative de son livre à explorer comment mettre concrètement en œuvre ces idées dans le monde réel. Parce que c'est bien beau d'avoir une philosophie, mais si elle ne survit pas au contact du lundi matin, elle ne sert à rien. Il ne s'agit pas de déménager dans une cabane au fond des bois, même si l'idée est tentante, mais de trouver des stratégies pour appliquer la slow productivity au sein même des organisations modernes, avec leurs contraintes, leurs hiérarchies et leur culture de l'urgence. 11. Pirater le système de l'intérieur. La vérité qui fâche, ton boss s'en fout probablement de ton bien-être. Ce qui l'intéresse, ce sont les résultats. La bonne nouvelle, c'est que la slow productivity est conçue pour produire des résultats exceptionnels. Tu n'as donc pas besoin de prêcher une révolution du bien-être au travail. Tu dois juste prouver par A plus B que ta nouvelle façon de travailler est plus efficace. Il s'agit de mener une guérilla silencieuse contre la pseudo-productivité,
en utilisant ses propres armes contre elle, la performance et la valeur ajoutée. Newport aborde de front l'objection la plus évidente. Tout ça, c'est bien joli pour les écrivains, les chercheurs ou les entrepreneurs. Mais moi, j'ai un patron, des deadlines et une culture d'entreprise qui valorise la réactivité. Comment je suis censé faire moins de choses? Sa réponse est pragmatique. Il ne s'agit pas de tout changer du jour au lendemain, mais de commencer par de petites victoires pour gagner progressivement en autonomie. Une des stratégies clés est de gérer les attentes. La plupart d'entre nous ont appris à nos collègues et à nos managers qu'on était disponible en permanence. En répondant aux emails dans la minute, on a créé un précédent. Il faut déconstruire cette attente. Commence par introduire de légers délais dans tes réponses. Au lieu de répondre instantanément, attends quelques heures. Regroupe tes réponses en 2 ou 3 sessions par jour. Les gens vont s'adapter. La plupart des urgences ne le sont pas vraiment. Tu n'as pas besoin d'annoncer fièrement. Désormais, je ne consulte mes mails qu'à 11 heures et 16 heures. Fais-le, c'est tout. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner. Un autre point crucial est la communication sur la valeur. Au lieu de communiquer sur ton activité, j'ai répondu à 50 emails et assisté à 4 réunions aujourd'hui, commence à communiquer sur la progression de tes projets de fond. Dans tes points hebdomadaires avec ton manager, mets l'accent sur les avancées que tu as faites sur les 2-3 projets qui comptent vraiment. Relègue les tâches administratives et réactives au rang de bruit de fond. En faisant cela, tu réorientes progressivement la conversation et l'évaluation de ta performance vers ce qui crée de la valeur et non vers ce qui crée de l'agitation. J'ai dû faire ça moi-même quand je travaillais pour d'autres. J'avais un boss qui mesurait la productivité au nombre d'heures passées au bureau. J'ai commencé à lui envoyer un email très court chaque vendredi, non pas pour lister tout ce que j'avais fait, mais pour souligner 3 avancées majeures sur mes projets clés. Au début, il était sceptique. Mais au bout de quelques mois, quand il a vu que mes projets avançaient plus vite et avec de meilleurs résultats que ceux de mes collègues occupés, il a commencé à me ficher la paix. Il a compris que ma méthode, bien que moins visible, était plus efficace. J'avais gagné mon autonomie non pas en la demandant, mais en la justifiant par les résultats. 12. Créer des enclaves de lenteur Newport suggère également de ne pas essayer de convertir toute l'entreprise d'un coup. C'est une bataille perdue d'avance. Il est plus stratégique de créer des enclaves de slow productivity. Si tu es manager, tu as le pouvoir de protéger ton équipe. Tu peux filtrer les demandes externes, réduire le nombre de réunions, définir des priorités claires et limiter le nombre de projets en cours pour ton équipe. Tu peux devenir un bouclier humain contre la pseudo-productivité. Ton rôle n'est pas de transmettre la pression, mais de l'absorber. Si ton équipe produit un travail exceptionnel, la direction finira par se demander quel est ton secret. Si tu n'es pas manager, tu peux créer une enclave à l'échelle de tes collaborations. Quand tu travailles sur un projet avec quelques collègues, proposez des règles de fonctionnement différentes pour ce projet spécifique. Par exemple, pour ce projet, on communique de manière asynchrone sur un document partagé plutôt que par des emails constants. Ou on fait un seul point de 30 minutes par semaine et le reste du temps, chacun se concentre. En démontrant l'efficacité de cette approche à petite échelle, tu peux progressivement la diffuser. Le tour de vis philosophique ici est que tu as plus de pouvoir que tu ne le penses. Tu n'es pas une victime impuissante du système. Tu es un agent au sein de ce système. Chaque fois que tu réponds à un email à 22 heures, tu renforces la culture de l'hyperconnexion. Chaque fois que tu acceptes une réunion sans ordre du jour clair, tu cautionnes la réunionnite. Chaque fois que tu dis oui à une nouvelle tâche sans remettre en question sa pertinence, tu contribues à la surcharge collective. En changeant tes propres comportements, même de manière infime, tu commences à changer le système. C'est l'effet papillon appliqué au monde du travail. Le livre fournit des exemples concrets d'entreprises qui ont adopté certains de ces principes. Des entreprises qui ont instauré la Storenlen de 4 jours, non pas pour travailler moins, mais pour forcer les équipes à se concentrer sur l'essentiel et à éliminer le superflu.
ou des entreprises de logiciels qui fonctionnent sur des cycles de 6 semaines de travail concentré, 2 semaines de pause et de planification, institutionnalisant ainsi le principe de saisonnalité. Ces exemples montrent que ce n'est pas une fantaisie, mais une stratégie commerciale viable. Pour commencer à pirater ton propre environnement de travail. 1. Identifie une source majeure de pseudo-productivité dans ta journée. X, les notifications Slack, les réunions inutiles, et trouve une manière de la réduire de 20% la semaine prochaine. Pas de l'éliminer, juste de la réduire. 2. Choisis ton projet le plus important et bloque 1 heure de deep work chaque jour dans ton calendrier pour y travailler. Traite ce créneau comme un rendez-vous non annulable. 3. La prochaine fois qu'on te donne une tâche, pose la question: quel est l'objectif final de cette tâche et quel niveau de qualité est attendu? Cette simple question peut désamorcer beaucoup de travail inutile et te permettre de te concentrer sur l'intention plutôt que sur la simple exécution. Personne ne viendra te donner la permission de travailler différemment. Tu dois l'apprendre, pas avec arrogance, mais avec la confiance que te donne une méthode de travail qui privilégie la valeur sur le volume. Ton travail exceptionnel sera ton meilleur argument. Prouve-leur qu'ils ont tort en réussissant là où leur agitation échoue. Après avoir détaillé les stratégies pour appliquer la slow productivity dans un cadre organisationnel, Cal Newport se penche sur les résistances psychologiques et les changements de mentalité nécessaires pour adopter durablement cette philosophie. Parce que le plus grand obstacle, ce n'est souvent pas ton boss ou la culture de ta boîte, c'est toi. Ce sont tes propres habitudes, tes peurs et tes croyances profondément ancrées sur ce que signifie bien travailler. 13. Déprogrammer son cerveau. La vérité qui pique. Tu es accro à l'agitation. Cette sensation d'être débordé, aussi désagréable soit-elle, est devenue une partie de ton identité. Elle te rassure. Elle te donne l'impression d'être important, indispensable. L'idée de ralentir, d'avoir des plages de temps non planifiées dans ton agenda peut être terrifiante. C'est le vide. Et dans ce vide, des questions inconfortables peuvent surgir. Est-ce que mon travail a vraiment un sens? Suis-je vraiment compétent? L'agitation est un bruit de fond qui nous empêche d'entendre ces questions. Newport analyse cette dépendance à la busyness comme un véritable phénomène psychologique. Il la compare à une drogue de bas étage. Elle ne procure pas un vrai plaisir, mais elle anesthésie l'anxiété existentielle. Dans une société qui valorise la performance et la réussite, ne pas être occupé est souvent interprété comme un échec. On préfère être stressé que inutile. C'est un piège terrible, car cette agitation constante nous empêche de nous engager dans le type de travail profond et significatif qui pourrait nous procurer un réel sentiment d'accomplissement. J'ai vu ça des centaines de fois, et je suis tombé dedans moi-même. Quand j'ai commencé à réduire ma charge de travail et à me ménager des après-midi pour simplement lire et réfléchir, la première réaction n'a pas été le soulagement, mais la panique. Une petite voix dans ma tête me disait « Tu te la coules douce, pendant que les autres se battent. Tu vas te faire distancer. Tu es un imposteur. » J'ai dû consciemment combattre cette culpabilité. J'ai dû me répéter que ce temps de non-travail apparent était en fait la partie la plus productive de ma journée. C'est là que les connexions se faisaient, que les idées originales émergeaient. C'est un processus de désintoxication. Newport propose plusieurs stratégies pour opérer cette reprogrammation mentale. L'une d'elles est de changer ses indicateurs de succès. Au lieu de mesurer ta journée au nombre de tâches cochées ou d'emails traités, définis 1 ou 2 objectifs qualitatifs pour ta journée ou ta semaine. Par exemple, aujourd'hui, mon but est de comprendre en profondeur le problème X, ou cette semaine, je veux produire un premier jet de qualité pour le chapitre Y. En te concentrant sur ces objectifs qualitatifs, tu commences à rééduquer ton cerveau pour qu'il cherche la satisfaction dans la profondeur et non dans le volume. Une autre technique puissante est de cultiver la solitude. Newport, dans la lignée de son livre Digital Minimalism, insiste sur l'importance de passer du temps seul avec ses pensées, sans la béquille constante des écrans. La solitude est l'environnement naturel de la pensée profonde. C'est dans le silence que l'on peut démêler des problèmes complexes, avoir des intuitions créatives et se connecter à ses propres priorités.
intégrer des moments de solitude réguliers dans sa routine. Une marche sans podcast, un moment de réflexion le matin, est essentiel pour se déshabituer de la stimulation constante et réapprendre à apprécier le calme productif. 14. L'échec comme outil d'apprentissage. Un autre blocage psychologique majeur est notre rapport à l'échec. La culture de la pseudo-productivité, avec son flux constant de petites tâches faciles, nous a rendus allergiques à l'échec. En se concentrant sur des projets plus ambitieux et de plus longue haleine, comme le préconise la slow productivity, on augmente inévitablement le risque d'échec. Un projet qui dure 6 mois peut ne pas aboutir. Une idée audacieuse peut se révéler être une impasse. Le tour de vis philosophique ici est de cesser de voir l'échec comme une catastrophe et de commencer à le voir comme une information. Chaque échec, chaque impasse est une leçon précieuse sur ce qui ne fonctionne pas. C'est une donnée qui affine notre compréhension et nous rapproche de la solution. Les scientifiques le savent bien, une expérience qui échoue n'est pas inutile. Elle élimine une hypothèse et guide les recherches futures. J'ai probablement plus appris de mes livres qui ont été des échecs commerciaux que de ceux qui ont été des best-sellers. Un échec te force à l'humilité. Il t'oblige à analyser froidement ce qui n'a pas marché. Le sujet, l'angle, le style. C'est une autopsie douloureuse, mais incroyablement instructive. La peur de l'échec te pousse à rester dans ta zone de confort, à ne faire que des choses que tu sais déjà faire. L'acceptation de l'échec comme partie intégrante du processus te donne la liberté d'explorer, d'expérimenter et, finalement, d'innover. Pour changer son rapport à l'échec, Newport suggère de célébrer les tentatives audacieuses, quels que soient leurs résultats. Si tu es manager, ne récompense pas seulement les succès, mais aussi les projets ambitieux qui ont échoué pour de bonnes raisons. Encourage une culture où l'on peut dire « j'ai essayé ça, ça n'a pas marché, et voici ce que j'ai appris ». Si tu es seul, tiens un journal d'échecs où tu analyses tes revers non pas comme des fautes personnelles, mais comme des expériences scientifiques. En fin de compte, adopter la slow productivity est un acte de foi. C'est la foi que la qualité l'emporte sur la quantité. C'est la foi que le repos est productif. C'est la foi que les accomplissements significatifs demandent du temps. Et c'est la foi que tu as plus de valeur que ta capacité à t'agiter. Pour déprogrammer ton cerveau, 1. Termine chaque journée en écrivant une seule chose de qualité que tu as produite ou sur laquelle tu as avancé. Ignore la longue liste de broutilles. Concentre-toi sur la substance. 2. Planifie 15 minutes de solitude dans ta journée de demain. Sans téléphone, sans musique, sans but précis autre que de laisser tes pensées vagabonder. 3. Identifie un petit projet à faible enjeu où tu peux expérimenter quelque chose de nouveau. Donne-toi la permission d'échouer. L'objectif n'est pas le résultat, mais l'apprentissage. Sérieusement, tu penses que ta valeur se mesure à la vitesse à laquelle tu réponds à tes emails. C'est une vision tellement triste de l'existence. Ta valeur réside dans ta capacité unique à penser, à créer, à résoudre des problèmes complexes. Mais cette capacité est une plante délicate. Si tu passes ton temps à la piétiner en courant dans tous les sens, elle ne poussera jamais. Donne-lui de l'espace, du temps et du calme. Tu seras surpris de voir ce qui peut en sortir. Dans les dernières parties de son ouvrage, Cal Newport élargit la perspective. Il ne s'agit plus seulement de stratégies individuelles ou de tactiques de management, mais d'une réflexion plus large sur la place du travail dans nos vies et sur le type de société que nous voulons construire. Il soutient que la slow productivity n'est pas simplement une meilleure façon de travailler, mais qu'elle est aussi une condition nécessaire pour une vie plus riche, plus saine et plus humaine. 15. Au-delà de l'efficacité, le sens du travail. La vérité qui libère. Le but de la vie n'est pas d'être productif. La productivité est un outil, pas une finalité. On a tellement été matraqué par le discours de l'optimisation et de la performance qu'on a fini par croire que notre valeur en tant qu'être humain dépendait de notre rendement. C'est un mensonge. Un mensonge dangereux qui nous pousse à sacrifier notre santé, nos relations et notre joie de vivre sur l'autel d'une efficacité vide de sens. Newport argumente que la crise du burn-out n'est pas seulement une crise de la gestion du temps, c'est une crise de sens.
Quand ton travail consiste en une suite ininterrompue de tâches fragmentées, réactives et superficielles, il est très difficile d'y trouver un quelconque sentiment d'accomplissement. Tu as beau être très occupé, tu as l'impression de brasser du vent. C'est ce que l'anthropologue David Graeber a appelé les bullshit jobs, des emplois qui existent principalement pour donner l'illusion de l'activité. La slow productivity, en nous poussant à nous concentrer sur la qualité et sur des projets de longue haleine, nous offre une porte de sortie. En se consacrant à un nombre limité de projets qui nous tiennent à cœur et en cherchant à y atteindre un niveau d'excellence, on transforme notre travail. Il cesse d'être une simple corvée et redevient un artisanat. Il y a une fierté, une dignité à produire quelque chose de bien fait. Que tu sois programmeur, enseignant, marketeur ou comptable, cette approche est possible. Il s'agit de trouver, dans ton domaine, les projets qui te permettent d'exercer ta maîtrise et de créer une valeur tangible et durable. J'ai passé une partie de ma vie à courir après des indicateurs de succès externes. L'argent, la reconnaissance, les statistiques de mon blog. Ça m'a rendu misérable. La course ne s'arrête jamais. Il y a toujours un objectif plus élevé, quelqu'un qui fait mieux que toi. C'est un jeu que tu ne peux pas gagner. Le déclic pour moi a été de réaliser que la seule récompense qui compte vraiment, c'est la satisfaction intrinsèque du travail bien fait. Le plaisir de résoudre un problème complexe, de trouver la phrase juste, de créer quelque chose qui n'existait pas avant. C'est une récompense que personne ne peut t'enlever. Quand tu te concentres sur ça, le succès externe devient un sous-produit agréable, mais pas le but ultime. 16. Une vision pour l'avenir du travail. Newport conclut en se demandant à quoi pourrait ressembler un monde du travail qui adopterait massivement les principes de la slow productivity. Ce ne serait pas un monde de paresseux, mais un monde plus calme, plus réfléchi et, paradoxalement, probablement plus innovant. Dans ce monde, les entreprises ne mesuraient plus leurs employés au temps de présence ou au nombre d'emails envoyés, mais à la qualité de leur contribution sur des projets clés. Les managers ne seraient plus des surveillants, mais des facilitateurs, dont le rôle principal serait de protéger leurs équipes des distractions et de leur donner les ressources et l'autonomie nécessaires pour exceller. Les bureaux eux-mêmes pourraient être repensés, non plus comme des open space bruyants conçus pour la collaboration superficielle, mais comme des lieux offrant une variété d'espaces adaptés à différents types de travail. Des zones de silence pour la concentration profonde, des salles de projet pour la collaboration intense, des espaces de socialisation pour les échanges informels. L'intelligence artificielle, loin d'être une menace, pourrait devenir une alliée dans cette transition. En automatisant une grande partie du travail administratif et répétitif, la pseudo-productivité. L'IA pourrait libérer les humains pour qu'ils se concentrent sur ce qu'ils font de mieux. La créativité, la pensée critique, l'empathie, la stratégie. Mais cela n'arrivera que si nous le décidons. Si nous ne changeons pas notre culture, l'IA risque simplement de nous rendre encore plus efficaces dans notre agitation, nous poussant à répondre à encore plus de messages et à assister à encore plus de réunions, mais générées par des machines. Le tour de vis philosophique final est une invitation à l'action collective. Le changement ne viendra pas seulement des individus qui adoptent ces principes dans leur coin. Il doit être porté par une conversation plus large sur nos valeurs. Quel type de vie voulons-nous? Une vie où nous sommes constamment connectés, stressés et au bord de l'épuisement, ou une vie où le travail, aussi important soit-il, n'est qu'une partie d'un ensemble plus vaste, qui inclut aussi le repos, les loisirs, la communauté, la famille et la contemplation. Le livre se termine sur une note d'optimisme prudent. La prise de conscience de la toxicité de la culture du hustle est de plus en plus forte. Les nouvelles générations, en particulier, semblent moins disposées à sacrifier leur vie pour leur carrière. La slow productivity n'est pas une solution miracle, mais elle offre un langage et un cadre pour imaginer et construire un avenir du travail plus soutenable et plus humain. Le message ultime de Newport est un appel à la réappropriation. Réapproprie-toi ton temps, ton attention et la définition même de ce que signifie réussir. Arrête de jouer à un jeu truqué dont les règles ont été écrites pour te faire courir jusqu'à l'épuisement. Invente tes propres règles.
Des règles qui te permettent de t'accomplir sans te consumer. Pour contribuer à ce changement à plus grande échelle. 1. Partage cet article ou le livre de Newport avec un collègue ou un ami. Lance la conversation. Le simple fait de savoir que d'autres ressentent la même chose est incroyablement libérateur. 2. Lors de ta prochaine réunion d'équipe, pose une question sur la santé de vos processus de travail. Avons-nous vraiment besoin de toutes ces réunions? Comment pourrions-nous nous donner plus de temps pour nous concentrer? Sois celui qui ose poser la question. 3. Soutiens les initiatives dans ton entreprise ou en dehors qui vont dans le sens de la slow productivity. Droit à la déconnexion, semaine de travail plus courte, politique de télétravail plus flexible. Ta vie professionnelle est trop longue pour la passer à sprinter. C'est un marathon. Et dans un marathon, la clé n'est pas la vitesse de pointe, mais la gestion de l'effort. Ralentis, trouve ton rythme et concentre-toi sur le chemin. La ligne d'arrivée prendra soin d'elle-même. Choisis tes emmerdes, mais surtout, choisis la course que tu veux vraiment courir. Nous approchons de la fin de cette analyse exhaustive. Avant de synthétiser les grandes thèses de l'auteur dans la dernière partie, il est utile de rassembler les concepts, les exemples et les références externes qui structurent l'argumentation de Cal Newport. Cette avant-dernière section sert de pont en consolidant les fondations théoriques et narratives sur lesquelles repose la philosophie de la slow productivity. L'ouvrage est riche en histoires et en concepts clés qui méritent d'être mis en évidence pour saisir toute la portée du propos. 17. Concepts, données et références clés. La vérité, c'est que les bonnes idées ne sortent pas de nulle part. Elles s'appuient sur des concepts solides, des histoires inspirantes et des données qui claquent. Le livre de Newport n'est pas un simple pamphlet. C'est une construction intellectuelle rigoureuse. Il tisse ensemble des récits historiques, des études scientifiques et des concepts percutants pour former un argumentaire cohérent et convaincant. Décortiquons les briques qui composent cet édifice. Concepts fondamentaux. Pseudo-productivité. Pseudo-productivity. C'est le concept central du diagnostic de Newport. Il le définit comme l'utilisation de l'activité visible. Répondre vite aux emails, assister à de nombreuses réunions, avoir un agenda surchargé, comme principal indicateur de l'effort productif. C'est le grand méchant du livre, la force qui génère le burn-out et la médiocrité en nous faisant confondre l'agitation avec l'accomplissement. Slow productivity, c'est la philosophie alternative proposée par Newport. Elle est définie par ces 3 principes. Faire moins de choses, travailler à un rythme naturel et être obsédé par la qualité. Ce n'est pas une méthode, mais une philosophie qui vise à organiser le travail intellectuel de manière durable et significative. L'analogie avec le mouvement Slow Food est cruciale. Il ne s'agit pas de produire moins, mais de produire mieux, en réaction à la malbouffe de la productivité industrielle. Saisonnalité. Seasonality. Emprunté au monde agricole, ce concept désigne l'idée que le travail intellectuel devrait suivre des cycles naturels d'intensité variable, plutôt qu'un rythme constant et élevé. Newport l'applique à l'échelle de l'année. Alterner les types de projets, de la semaine, alterner les jours intenses et les jours plus légers, et de la journée, alterner les blocs de concentration et les pauses. Enclave de lenteur. Pockets of slowness. Face à la difficulté de changer toute une culture d'entreprise, Newport propose cette stratégie pragmatique qui consiste à créer des îlots, où les principes de la slow productivity peuvent être appliqués, que ce soit au niveau d'une équipe si l'on est manager ou d'un projet spécifique. L'idée est de prouver l'efficacité du modèle à petite échelle pour ensuite l'étendre. Exemples et anecdotes. Structurantes. John McPhee et sa table de pique-nique. L'histoire qui ouvre le livre. Cet écrivain du New Yorker passe 2 semaines à ne rien faire pour finalement trouver la structure de son article majeur. C'est l'illustration parfaite que la pensée profonde demande du temps et de l'inactivité apparente. Charles Darwin et ses 3 heures de travail par jour. Cet exemple est une bombe. L'homme qui a révolutionné la biologie ne travaillait que quelques heures par jour, le reste de son temps étant consacré à la marche, au repos et à la famille. C'est la preuve ultime que la quantité d'heures de travail n'est pas corrélée à la qualité ou à l'impact des accomplissements. Leslie Moonves versus Anthony Zuiker.
CSI. Ce diptyque narratif illustre l'opposition entre la pseudo-productivité, Moonverse qui exige plus d'heures de présence, et la slow productivity, Zuiker qui, par une obsession de qualité sur un seul projet, sauve la chaîne. C'est la démonstration que la valeur est créée par la concentration et non par l'agitation. Peter Higgs et sa fuite du monde académique. Le lauréat du prix Nobel, qui a eu l'idée du boson de Higgs en s'isolant du bruit et des demandes constantes du milieu universitaire, est un autre exemple de la nécessité de la solitude et du calme pour l'innovation. 18. Intégration de références extérieures. L'argument de Newport ne repose pas seulement sur ses propres idées. Il s'ancre dans un dialogue avec d'autres penseurs et des études scientifiques. David Graeber et les bullshit jobs. Newport fait explicitement référence à l'anthropologue David Graeber pour décrire le sentiment d'absurdité qui émane de nombreux emplois de bureau modernes, dont l'activité principale semble être de l'auto-justification. La slow productivity est présentée comme un antidote, une façon de réinjecter du sens et de l'artisanat dans le travail. La psychologie de la busyness. Newport cite des recherches en psychologie qui montrent que l'être occupé est devenu un symbole de statut dans les sociétés occidentales. Les gens se vantent d'être débordés pour signaler leur importance. Il analyse cette tendance comme un piège psychologique qui nous enferme dans un cycle d'épuisement. Le mouvement Slow Food. L'analogie avec le mouvement lancé par Carlo Petrini en Italie est un fil rouge tout au long du livre. Elle permet de positionner la slow productivity non pas comme un mouvement de paresse, mais comme un mouvement de qualité, de durabilité et de réappropriation culturelle face à une industrialisation déshumanisante. Les études sur le burn-out, McKinsey, Gallup. Pour étayer son diagnostic, Newport ne se contente pas d'impressions. Il cite des études à grande échelle, comme celle de McKinsey et de Gallup, qui quantifient l'augmentation alarmante du stress et de l'épuisement professionnel chez les travailleurs, en particulier depuis la pandémie. Ces données ancrent son propos dans une réalité sociale et économique tangible. En résumé, la force du livre réside dans sa capacité à synthétiser des éléments hétérogènes en un tout cohérent. Les anecdotes personnelles. Newport parle de ses propres luttes contre la distraction, donnent un visage humain au concept. Les exemples historiques, Darwin, McPhee, donnent une légitimité et une profondeur temporelle à la philosophie. Les concepts clés, pseudo-productivité, saisonnalité, fournissent un vocabulaire pour penser et discuter de ces problèmes. Et les références externes, Graeber, études sur le burn-out, connectent le propos à des débats sociaux et scientifiques plus larges. C'est cette richesse et cette structure qui font de Slow Productivity plus qu'un simple livre de développement personnel. C'est une analyse culturelle, une critique sociale et un manifeste pour un avenir du travail plus intelligent et plus sain. La prochaine et dernière partie synthétisera les thèses fondamentales de l'auteur qui découlent de cette riche argumentation. Nous voici au terme de cette exploration approfondie de Slow Productivity. Cette dernière section est la clé de voûte de notre résumé analytique. Elle distille l'essence du livre en une série de thèses fondamentales. Il ne s'agit pas d'un simple résumé, mais d'une articulation claire des arguments centraux que Cal Newport défend tout au long de son ouvrage. C'est le manifeste de la Slow Productivity dans sa forme la plus pure. 19. Principale thèse de l'auteur. La vérité, c'est que tu peux oublier tous les hacks de productivité que tu as appris. Ils ne font que te rendre plus efficace à courir dans une roue de hamster. Le problème n'est pas ta méthode, c'est la roue elle-même. La pensée de Cal Newport dans Slow Productivity peut être résumée en une série de thèses radicales qui, ensemble, forment une critique cinglante du travail moderne et une vision porteuse d'espoir pour un avenir différent. Thèse 1. La productivité du travail intellectuel a été pervertie par la pseudo-productivité. C'est le point de départ de toute l'analyse. Newport soutient que, faute de pouvoir mesurer facilement la production de valeur dans le travail intellectuel, contrairement à l'agriculture ou à l'industrie, nous nous sommes rabattus sur un indicateur visible mais trompeur, l'activité. Cette confusion entre l'agitation et l'accomplissement a donné naissance à la pseudo-productivité. Cette dernière valorise la réactivité, le volume de communication et le présentéisme au détriment de la concentration et de la qualité.
Les technologies de communication modernes, email, messagerie instantanée, ont agi comme un accélérateur, transformant ce problème en une crise de surcharge cognitive et de burn-out généralisé. Nous ne sommes pas épuisés parce que nous travaillons trop, mais parce que nous travaillons mal, dans un état de distraction et de fragmentation permanente. Thèse 2. La véritable productivité est lente, rythmée et focalisée sur la qualité. En opposition à la pseudo-productivité, Newport propose la slow productivity. Cette philosophie repose sur l'observation que les accomplissements les plus significatifs de l'histoire, scientifiques, artistiques, etc., n'ont pas été le fruit d'une agitation frénétique, mais d'un travail lent, délibéré et profondément concentré. Les trois principes, faire moins, travailler à un rythme naturel et être obsédé par la qualité, ne sont pas des conseils isolés, mais les composantes d'un système cohérent. Faire moins de choses libère l'énergie nécessaire pour viser la qualité. Travailler à un rythme naturel avec des cycles d'effort et de repos protège cette énergie et prévient l'épuisement, condition sine qua non pour maintenir un haut niveau de qualité sur le long terme. Thèse 3. La surcharge de travail n'est pas une fatalité, mais le résultat de l'absence de limites. Newport déconstruit l'idée que nous sommes les victimes impuissantes d'un système qui nous impose une charge de travail insoutenable. Il soutient que cette surcharge est avant tout le résultat de notre incapacité, individuelle et organisationnelle, à fixer des limites claires. Dans le travail intellectuel, le flux de travail est potentiellement infini, sans mécanisme explicite pour réguler ce flux. Limiter le nombre de projets en cours, établir des priorités claires, apprendre à dire non, la surcharge est inévitable. La slow productivity est fondamentalement une discipline des limites. Thèse 4. Le repos et la solitude ne sont pas des luxes, mais des composantes essentielles du travail intellectuel. C'est l'un des arguments les plus contre-intuitifs et les plus puissants du livre. Newport réhabilite le repos, non pas comme une simple absence de travail, mais comme un processus actif de récupération et de consolidation cognitive. En s'appuyant sur des exemples comme celui de Darwin, il montre que les périodes de non-travail, marche, loisirs, sieste, sont souvent celles où les idées les plus créatives émergent. La solitude, en particulier, est présentée comme une condition indispensable à la pensée profonde, une compétence qui s'est atrophiée dans notre monde hyper connecté. Thèse 5. La qualité est le seul avantage concurrentiel durable dans l'économie du savoir. Face à l'automatisation croissante des tâches simples et répétitives, Newport affirme que la capacité à produire un travail d'une qualité exceptionnelle est la compétence la plus précieuse et la plus pérenne. La pseudo-productivité, en nous entraînant à être des processeurs d'informations rapides mais superficielles, nous rend vulnérables. À l'inverse, l'obsession de la qualité, l'artisanat intellectuel, est ce qui distingue le travail humain de celui de la machine. C'est aussi ce qui confère au travail son sens et sa dignité, en le transformant d'une corvée en une source de fierté et d'accomplissement. Thèse 6. Changer la culture du travail est un projet à la fois individuel et collectif. Newport refuse de faire reposer la responsabilité du changement uniquement sur les épaules des individus. S'il propose des stratégies concrètes pour que chacun puisse commencer à appliquer ces principes, il souligne que la transformation doit être aussi systémique. Il appelle les managers à protéger leurs équipes, les entreprises à repenser leurs indicateurs de performance et la société dans son ensemble à débattre de la place que nous voulons accorder au travail dans nos vies. La slow productivity n'est pas seulement un guide de survie individuelle, c'est un manifeste politique pour un avenir du travail plus humain. En somme, slow productivity est un appel à la désobéissance. Une désobéissance à la tyrannie de l'urgence, à la culture de l'agitation et à la glorification de l'épuisement. Newport nous invite à rejeter le dogme selon lequel plus vite est toujours mieux. Il nous propose de redécouvrir une vérité ancienne. Les choses qui ont de la valeur prennent du temps. C'est un message simple, presque évident, et pourtant profondément révolutionnaire dans le contexte actuel. Choisis tes emmerdes, point. Mais surtout, choisis de construire une vie et une carrière qui ont de la substance, plutôt que de t'épuiser à courir après le vent. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie.